Bonjour Thierry, bonjour à tous. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, auteur de l'ouvrage Pédopsie de poche aux éditions Marabout. Alors, c'est un attentat qui a fait de nombreuses victimes parmi les enfants. Les enfants ont été nombreux aussi témoins de l'horreur. Quels sont les soins pour eux et y aura-t-il des séquelles ? Alors les soins immédiats qui vont se faire dans la cellule d'accueil des victimes, ça va être d'abord une écoute. C'est-à-dire qu'on va écouter ces enfants, on va les rassurer, mais on va aussi reprendre l'histoire avec eux. Parce que les enfants, au contraire des adultes, vont avoir des souvenirs très, très parcellaires. Ils vont se souvenir d'une scène, par exemple, on leur a marché dessus, ou ils ont vu un sang couler. Et donc il va falloir rassembler tout ça et reprendre l'histoire, leur expliquer précisément tout le déroulé de l'histoire. Il va falloir aussi les déculpabiliser parce que les enfants victimes, souvent, pensent qu'ils sont punis d'une certaine manière et donc il va falloir leur dire... Pour eux, les adultes ont toujours raison, c'est ça ? Oui, d'une certaine manière. Donc il va falloir leur expliquer que non, bien sûr, ils n'ont rien fait de mal. Et puis ensuite, il y aura une prise en charge plus longue pour justement lutter contre des symptômes comme l'angoisse, des troubles du sommeil, une reviviscence des souvenirs et contre des conduites d'évitement. Les conduites d'évitement, c'est quoi ? Ça va être des enfants qui vont, dès qu'ils vont voir une foule, ils vont avoir peur, ils vont vouloir s'éloigner. Dès qu'ils vont voir des feux d'artifice, ils vont à nouveau être angoissés. Donc il va falloir prévenir et travailler pour que ces symptômes-là disparaissent. Quelles sont les questions qu'ils se posent le plus souvent ? Beaucoup pourquoi, quand on leur a expliqué qu'il y avait un criminel, pourquoi le monsieur a fait ça, pourquoi moi, c'est finalement un peu aussi les questions des adultes. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on peut répondre ? Comment expliquer l'inexplicable d'une certaine manière ? Eh bien, je pense qu'il faut ramener les choses aux faits. Un individu, un criminel, qui était par exemple tellement malheureux qu'il voulait que tout le monde soit malheureux, ou alors qui se prenait pour un super-héros méchant, parce que les enfants savent qu'il y a des super-héros gentils, des super-héros méchants. Je pense qu'il faut l'associer à des choses qui peuvent parler à l'enfant en rapport avec son mode de compréhension. Avec des adolescents, évidemment, on peut avoir des explications presque comme avec des adultes, avec un contexte géopolitique, une ambiance particulière, des conflits avec le Moyen-Orient. Ça, avec les ados, on peut être beaucoup plus explicatif. Est-ce que vous diriez que ce tueur était un fou ? Il semble effectivement, d'après les éléments qu'on peut avoir, nous psychiatres, ça nous fait penser à un paranoïaque. C'est une structure de personnalité particulière où on est un peu mégalomane, on se croit tout puissant, on se sent un peu persécuté par tout le monde et on a très envie de faire parler de soi. Et donc on a comme ça dans l'histoire des gens qui, d'une certaine manière, quand ils dépriment, quand le paranoïaque déprime, eh bien il ne va pas se suicider tout seul. Il a envie de faire un coup d'éclat et il va tuer d'autres personnes. J'aime bien prendre comme exemple l'assassin de Sissi Impératrice, qui était un pseudo-anarchiste, mais qui voulait finalement surtout faire parler de lui. Il n'avait pas pu tuer le président du Conseil français, donc il a décidé de tuer Sissi Impératrice. Donc on voit que dans l'histoire, il y a des profils un peu similaires. Mais c'est vrai que le contexte Daesh favorise ce type d'action. Et comment déceler ce type de profil ? Comment essayer d'éviter qu'il passe à l'acte ? C'est évidemment difficile parce que ces gens-là ne vont pas se faire soigner. Ils refusent de se faire soigner. C'est rarement, nous en psychiatrie, on les rencontre finalement pas suffisamment. C'est surtout la police finalement et la justice qui les rencontre. Mais on a tous autour de soi des gens comme ça, potentiellement et qu'est-ce paranoïaques. qu'on peut faire vis-à-vis de ces personnes ? Je pense qu'il faut effectivement signaler. S'il y a des gens qui ont des conduites dangereuses comme ça, il faut signaler. Mais nous, pédopsychiatres, on est surtout dans la prévention, c'est-à-dire la prise en charge des enfants pour éviter qu'ils évoluent de cette manière-là. Oui. Alors, on a parlé des enfants. Nous-mêmes, nous adultes, devant ces images, devant ces informations, on réagit de manière assez différente. D'ailleurs, qu'est-ce qui explique les différences ? Il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres. Oui. Pourquoi ? Ils sont touchés d'abord parce que directement, ils connaissent des gens à Nice ou ils connaissent des personnes parmi les victimes. C'est vrai qu'en région, on n'imaginait pas forcément que ça pouvait arriver. On pensait surtout que les attentats, c'était à Paris. Donc là, du coup, on réalise que ça peut être partout, tout le temps, et même pendant les vacances, comme si finalement, pendant les vacances, il allait y avoir une trêve. Donc finalement, il va y avoir une diffusion un peu de l'anxiété. C'est vrai qu'on réagit aussi avec sa personnalité. Des gens anxieux, évidemment, ils vont s'accrocher à ces événements-là pour justifier leur
leur angoisse. Les gens qui ont déjà vécu des attentats ou des traumatismes, ça va réactiver, hein, donc il va y avoir une reviviscence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit parler plus? Oui, je pense que vraiment la solution, c'est communiquer. Et je pense même d'une manière plus générale, hein, la lutte contre ça, c'est la solidarité, la fraternité. Je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est une vérité. Je pense qu'il faut vraiment se soutenir les uns les autres, pas qu'autour de ces drames d'ailleurs, mais d'une manière générale, il faut laisser tomber un peu les bisbilles personnelles et aller à l'essentiel. On est des humains, la vie est courte, il y a des risques importants, il faut s'unir les uns les autres. Oui, parce que la tendance première peut être aussi plutôt un désir de vengeance. Quand on a vu des choses horribles et qu'on a été touché directement, il peut y avoir ce sentiment d'avoir envie de se venger, tout simplement. Oui, et dans ce cas-là, il s'agit évidemment de prévenir, il s'agit de condamner, mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans le piège des gens qui veulent que tout le monde soit malheureux. Donc il faut lutter contre ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le piège des terroristes, hein, d'une manière un peu générale, c'est que finalement, ces gens-là, ils ne supportent pas qu'on soit heureux, ils ne supportent pas le bonheur, ils ne supportent pas la fête. C'est toujours pendant des périodes de fête, ils ne supportent pas la jouissance. Ils veulent qu'on soit aussi malheureux qu'eux. Ben non, on va s'unir, on va continuer de vivre, on va continuer de s'aimer. Malgré la répétition, parce que ce sont des attentats qui se sont répétés dans différents cadres. Hein, oui, et quand on écoute les experts militaires, eh bien, il va y en avoir d'autres. Donc il faut intégrer ce risque. D'ailleurs, les enfants l'intègrent maintenant. Hein. Les enfants, quand ils ont peur, maintenant, ils ont peur que des terroristes viennent chez eux. Ils ont intégré ce risque comme d'autres risques, comme peuvent intégrer la maladie. Il y a eu le virus H1N1. Ça fait partie des nouveaux dangers, un environnement nouvellement dangereux. Eh bien, ils intègrent. Ça fait partie des risques. Donc, eh bien, on fait ce qu'on peut pour s'en protéger, mais on ne peut pas toujours s'en protéger, mais que ça ne nous empêche pas de continuer de nous amuser, de penser, de rire, d'apprendre et de se soutenir. C'est vraiment le meilleur moyen de lutter. Merci beaucoup Stéphane Clerget d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous et c'est à vous Thierry.